bonsoir à tous. Alors ce soir, comme la vidéo l'indique, nous allons voir quelques petits détails qui n'ont pas forcément été dits dans les médias traditionnels ou même certains youtubeurs, car bon, il y aura certaines redites forcément. Mais d'après les articles que j'ai trouvés, quand même, il y a quelques petits détails peut-être qui pourraient vous intéresser. Ou sinon, si vous voulez voir à peu près tout d'une manière un peu synthétique, vous posez la question si c'est plus du côté, par exemple, voilà, comme le dit le titre de l'article, de la Chine, des États-Unis, d'Israël, d'autres choses, un peu voir que tout n'est pas noir ou blanc, entre guillemets, qu'il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Donc, je vais faire quelque chose quand même d'assez court et de synthétique, donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à lire plutôt les liens que j'ai fait, parce que cette vidéo elle est plus à titre vraiment informatif, et voilà, pour voir que toute vérité n'est pas fixe en soi. Donc c'est pour ça que tout d'abord on va commencer par la base, donc d'où provient le Covid. Donc mondien.ca, justement c'est un site que je vous conseille aussi pour plein de référencements en fait, plein de référencements qui sont intéressants, et puis la personne qui en est à la charge justement, j'ai mis ça dans la description, c'est quelqu'un quand même qui a quand même un certain bagage et dont les sources en général sont assez fiables justement. Par exemple sur cet article, c'est Philippe Giraldi qui a fait ça, et c'est quelqu'un qui est aussi au renseignement israélien et dont j'ai mis aussi la page Wikipédia pour ceux que ça intéresse. Donc dans un premier temps, en fait, l'article commence tout simplement par dire que la base des bases entre guillemets, mais qui commence un petit peu à être démontée, c'est que ce serait justement lié à une chauve-souris sauvage, voilà, qui aurait été consumée par des résidents chinois. Mais il semble y avoir des preuves pour contester cela. Donc du coup, parce que en fait il y a eu justement des provinces adjacentes chinoises à Wuhan où il y a plus de population de chauves-souris sauvages, et vu qu'on sait que le Covid est assez contagieux, c'est étonnant qu'on n'a pas vu justement dans les premiers temps une flambée majeure de la maladie dans ces zones plus que Wuhan. Donc du coup voilà. Il y a plusieurs rapports qui suggèrent l'existence d'un composant du virus lié au VIH. C'est un peu ce que disait par exemple le professeur Montagnier, mais bon, je ne suis pas là pour prendre parti. Voilà. On verra à peu près comment avancent les recherches dans ce sens. Donc du coup, voilà. Car ils disent que cette composante de VIH n'aurait pas pu se produire naturellement. Voilà. S'il est avéré que le virus avait été développé ou même produit pour être utilisé en tant qu'arme, cela suggère en outre que son évasion de l'Institut de virologie de Wuhan pour se retrouver dans la population animale et humaine aurait pu être accidentelle. Donc du coup, voilà, on est quand même toujours sur une thèse accidentelle, non volontaire des faits. Les techniciens qui travaillent dans de tels environnements sont conscients que des fuites se produisent fréquemment dans les laboratoires. On verra ça d'ailleurs plus tard dans les autres articles, que oui, c'est que c'est pas la première fois aussi que on a eu de tels événements. Voilà. Il y a bien sûr une inévitable autre théorie qui est justement sur l'administration de Trump, qui a tout de suite chargé la Chine, mais aussi la Chine vice versa. Voilà. On a aussi un bref rappel justement d'un fait en 2005-2009 que vous pourrez consulter si vous voulez, en lien avec le travail entre Israël et puis les États-Unis, mais qu'il s'agit plus d'un virus, le Stuxnet, qui est plutôt un virus, donc du coup plutôt virtuel que réel. Donc du coup ça ne m'intéresse pas vraiment. Si vous voulez regarder, voilà. Ensuite, il dit qu'il y a inévitablement une histoire aussi israélienne, parce que les États-Unis et Israël sont souvent liés quand même, qui pourrait peut-être faire la lumière sur ce qui se passe en Chine. Voilà. Des scientifiques de l'Institut d'Israël de recherche de Galilée affirment maintenant qu'il y aurait un vaccin contre le coronavirus qu'ils auront un vaccin contre le coronavirus dans 90 jours. Donc ça, on verra. J'ai un article aussi que je mettrai dans la description. De toute façon, tout sera dans la description. Voilà. Dans les trois quarts de ce que je cite, ce sera dans la description. Vous pourrez voir ça. Donc sous les 90 jours.
Donc du coup, ce qui est étonnant, parce qu'on dit qu'il faut un vaccin quand même depuis pour conceptualiser le vaccin, et on verra aussi pourquoi c'est dur de conceptualiser le vaccin. Il faut plusieurs années. Donc voilà. Et dans ce paragraphe, on dit qu'ils auraient fait une percée majeure justement via un autre type de coronavirus, un coronavirus aviaire, il me semble. Voilà. Donc vous pourrez regarder dans ce paragraphe. Ensuite, donc du coup, il y aurait la base de Fort Detrick dans le Maryland, où les gens commencent un peu à en parler sur le net. Moi, j'ai vu ça à peu près justement via ce site il y a à peu près 2-3 mois déjà. Donc c'est pas un truc nouveau. On se concentre aussi sur le cas de Fort Detrick un peu plus tard. Donc du coup, quoi qu'il en soit, il y a aussi des ramifications politiques claires à l'apparition du coronavirus. C'est pas seulement de Chine. Aux États-Unis, voilà, on reprend un peu justement ce que je disais sur Trump qui blâmait la Chine. Vous pouvez donc du coup regarder ça. Après, si vous voulez un peu plus de détails, voilà, je vous invite à regarder. Et puis il y a aussi une situation à la fin de Poutine qui était déjà en octobre 2017. Qui disait: quant au fait que les images de nos citoyens et de nos électeurs soient collectées par certains et utilisées d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas si grave. Voilà, sur ce plan-là. Mais bon, voilà, la Russie n'est pas un exemple non plus sur ce plan-là. Mais bon, ce n'est pas si grave, mais savez-vous que du matériel biologique est collecté donc par les États-Unis? Ils ne le mentionnent pas directement, mais voilà. Donc dans tous les pays, oui, ça sous-entend forcément un peu les États-Unis. Bon. Voilà, ils ne les visent pas précisément, à partir de différents groupes ethniques et des personnes vivant dans différents lieux géographiques de la Russie. Mais pour quelles raisons? Ils le font avec détermination et professionnalisme. Nous sommes un objet d'un très grand intérêt, par conséquent, j'ai dit dans la première partie de tout cela que tout cela est interconnecté. Nous devons traiter sans crainte, laisser les faire ce qu'ils veulent, et pour notre part, nous ferons ce que nous devons à faire. Donc, là, un petit climat un peu tendu quand même, voilà, qui est lié à ça, forcément. Le coronavirus pourrait être le produit d'une attaque biologique américaine dirigée contre l'Iran et la Chine, selon le chef du corps des groupes armés islamiques de l'Iran. Oui, parce que un peu plus haut, si vous voulez voir, voilà, il y a particulièrement dans ce paragraphe-là l'Iran qui a été touché, et dont ses dirigeants politiques, et même, alors du coup, voilà. Sur Twitter, le gouvernement israélien sur Twitter s'est vanté: le coronavirus a fait ce que les sanctions économiques américaines n'ont pas pu faire, arrêter l'exportation non pétrolière de l'Iran. Voilà. Donc ça, c'est un peu les bases des pistes centrales. On verra qu'il y en a une petite autre aussi. J'ai mis aussi dans d'autres liens les questions qui sont posées par exemple aux États-Unis. Aussi, là on verra aussi d'autres cas que je ne vais pas forcément afficher, mais qui sont aussi dans la description en bonus pour ceux que ça intéresse, que ce soit pour le cas des États-Unis ou de la Chine. Voilà. Ou un peu plus tard aussi pour des cas pour l'Institut Pasteur. Voilà. Donc voilà, d'abord où chercher toute la vérité, la vérité compte 3 étapes. Ça, je vous le conseille, c'est assez sympa. En gros, vous avez à peu près tout l'historique de ce qui s'est passé au niveau médiatique. La guéguerre médiatique, entre guillemets, principalement du coup entre la Chine et les États-Unis, justement sur l'origine du Covid. Donc voilà, je ne vais pas forcément m'attarder dessus, mais voilà, jetez-y un coup d'œil. Maintenant, on va s'intéresser d'abord aux États-Unis. Voilà, au cas des États-Unis, plus particulièrement du cas de potentiel Covid-19 qui s'est déclaré aux États-Unis et Fort Detrick en particulier, donc du coup la base militaire du Maryland qui a fermé justement suite à quelque chose d'inexpliqué. Donc dans un premier temps, on vient sur un cas de Virginie qui s'est déclaré dans une maison de retraite en Virginie avec 63 résidents, 19 membres du personnel infecté et 3 morts. Bon, ils disent que c'est pas encore super significatif quand même, on va dire, voilà. L'événement est suffisamment sérieux pour être quand même rapporté au Center for Disease Control, le CDC du coup, qui supervise l'épidémiologie au niveau fédéral. Donc quand même, pour que ça alerte quand même les autorités fédérales, c'est pas rien. Peut-être qu'il y a eu d'autres cas un peu qui ont suivi, mais voilà, c'est pas forcément le sujet. Et puis comme vous voyez sur les hashtags, en fait, vous cliquez dessus et vous aurez tout de suite
des sources qui sont en rapport avec ça. Donc tout est sourcé. Ce qui est bien sur cet article-là, c'est que tout est sourcé directement. Donc bon, si vous parlez pas anglais, oui, sur certaines sources, ça va poser problème. Mais Google Traduction, même s'il ne traduit pas tout le temps bien, il est votre ami. Hein. Donc, après, on enchaîne justement un mois plus tard sur une crise d'épidémie de pneumonie liée au vapotage. On dit que justement que c'est lié à la vitamine E. On utilise un peu cette forme de maladie comme étant EVALI. Sauf que, donc là aussi pareil, hein, tout est sourcé avec les hashtags si vous voulez vous renseigner. On dit que quand même 50% des produits examinés contiennent seulement cette fameuse vitamine E qui produirait justement cette maladie. Voilà. Donc du coup la pneumonie reste incertaine pour des raisons méthodologiques aussi. Voilà. 19 décembre 2019, on comptait déjà plus de 2500 cas et 54 décès liés à EVALI aux États-Unis. Donc du coup quand même, voilà. Ainsi, le CDC a publié en janvier 2020 les chiffres rassurants montrant une inflexion nette de la courbe. La diminution observée à partir de la fin du mois de septembre est probablement due à deux effets. Le délai est associé à la remontée des informations au niveau fédéral, ainsi que le changement des critères définissant ces maladies, devenu plus strict le 18 décembre. Donc hein, voilà, toujours sourcé. Voilà, si vous voulez vous informer un peu plus, comme vous dit, il y a des liens sur tout ça. Le propos n'est donc pas d'identifier le Covid-19 à EVALI, ni de nier qu'EVALI existe en tant que tel, mais seulement de signaler que les mécanismes de la vie et de l'épidémiologie ont pu dysfonctionner en raison d'une co-occurrence des deux problèmes indépendants dont les manifestations cliniques se regroupent, donc du coup qui sont développés ici. Voilà. Ensuite, fin novembre, la saison de la grippe commence un peu particulièrement tôt aux États-Unis. L'épidémie de pneumonie associée au vapotage succède à l'épidémie de grippe. Donc du coup, on voit qu'il y a une espèce de constante avec une sorte de maladie qui maintient à peu près les mêmes symptômes, justement respiratoires à ce niveau-là. Voilà, toujours les sources. Bon, c'est surtout ce passage-là, si vous voulez vous renseigner sur le Covid, qui est assez intéressant, enfin sur le potentiel Covid, hein, justement sur les cas de grippe qu'il y avait. Hein. Voilà, donc avec des chiffres, du pourcentage, des courbes. Si tous les fanats de statistiques veulent regarder, hein, moi comme je dis, je vais pas, moi je relate juste les faits. Hein, je vais pas forcément tirer des conclusions dessus. Donc voilà, contrairement à EVALI, la grippe peut faire l'objet d'un test de virologie formel. Cependant, quand ils ont fait ce test-là, justement, seulement 10 à 15% des échantillons montrent une infection par le virus de la grippe. Donc du coup, ça veut dire que l'autre pourcentage vient d'autre part. Voilà. Et je sais pas si je l'ai mis exactement dans cet article-là, mais il y en a un qui était en tout cas qui sera en source, où justement le président même du CDC américain reconnaît qu'il a mal classifié les cas des militaires à Fort Detrick, hein, qu'on verra juste un peu en dessous, à tort, dans la grippe. Donc du coup, voilà. Ce qui laisse aussi des traces de suspicion et que justement et ce n'est pas excluable que ça provienne du Covid-19. Voilà. Dans la perspective d'une origine américaine précédant l'explosion des cas de Wuhan, il est donc envisageable que l'épidémie d'EVALI et de la grippe ait contribué à faire passer le Covid-19 sous les radars des autorités américaines, plus particulièrement du CDC. Alors voilà, rien que sur ça, on sait qu'en novembre, c'est là où on a à peu près commencé à détecter les premiers cas, que ce soit en Italie, même en France, on dit ouais, ça n'aurait pas commencé en décembre, mais je pense que ça va aussi commencer à dire peut-être en novembre, on verra bien. Mais voilà, en tout cas, ça s'est déclenché en même temps que au moins en tant qu'avéré, la Chine et les États-Unis ont quasiment commencé ensemble si ça se confirme pour les cas de grippe. Hein. Mais bon, effectivement, 10 à 15% pour les cas de grippe, sur le test de virologie, le reste, c'est pas forcément mentionné. Ça pose des doutes, quoi. Voilà. Pas de conclusion hâtive, mais ça pose des doutes. En janvier 2020, arrive officiellement le Covid-19 sur le sol américain. Donc du coup, scandale lié aux tests, car les tests, justement, sont mauvais, quoi. Ils sont pas homologués. Ça, je l'ai pas mis, mais je le mettrai peut-être dans une seconde vidéo pour ceux que ça intéresse. Qu'il y a des tests qui ont été infectés.
et dont certains n'ont avéré que 45% d'efficacité en fait. Voilà. Donc juste des faits à rappeler comme ça. Donc le CDC annonce qu'il va envoyer les kits aux hôpitaux le 27 janvier. Malheureusement, le 12 février, de nombreux articles de presse indiquent que les kits en question sont défectueux. Voilà, donc c'est encore et donc les résultats sont ininterprétables. Donc déjà, il faut relater que aussi pour les cas de grippe des mois d'avant, on n'avait pas encore élaboré des kits ou des tests aux États-Unis qui permettaient de reconnaître le Covid. Donc ça peut poser aussi des doutes. Voilà. Au moment où Trump annonce que l'épidémie est sous contrôle. Donc voilà, peut-être fausse propagande et incite dans les médias à défendre le pouvoir public jugé approprié. Voilà, il y a des polémiques qui se lancent suite à ça. Avril 2020, plus de 700 000 cas contaminés par le virus et des questions toujours sans réponse 2 mois après. Voilà. Donc si vous voulez voir voilà, cette partie, voilà, évidemment à la fin du paquet on dit rien n'exclut la contamination, la contagion animale homme sur le sol américain, puisque la chauve-souris américaine constitue aussi, à l'instar de ses congénères africains, européens ou chinois, un réservoir à coronavirus. Voilà. Mais bon, après, un Covid-19 qui s'est développé comme ça sur 2 continents différents, donc ça veut dire qu'il y aurait potentiellement plusieurs foyers infectieux et qui se sont déclenchés presque au même moment. Et ça c'est ce qu'on va voir aussi par exemple avec le cas de la Chine, pas de la Chine pardon, avec le cas de l'Italie et de la Corée du Sud. Voilà. Donc voilà, si vous voulez voir un peu ce qui s'est passé à un niveau scandale et pourquoi on a eu du sans réponse aussi avec ça, c'est assez pertinent. Mais comme je dis, je speed sinon la vidéo va tirer trop plomb. Donc retour en août 2019 sur la fermeture soudaine du laboratoire de Fort Detrick. Le 2 août 2019, le CDC ordonne la fermeture soudaine du laboratoire P3 et P4 de Fort Detrick, donc 2 gros complexes de sécurité. 2 semaines après l'épidémie de pneumonie suspecte, voilà, ouvrant la chronologie ci-dessus à Fort Detrick, voilà, qui se situe seulement à 65 km de la maison de retraite de Grisping. À mon avis, je crois que si on remonte un peu plus haut, justement, c'était un peu cette maison de retraite qu'il a dû citer un peu plus haut dans l'article en juillet. Voilà. Donc du coup, il faut rappeler que Fort Detrick est non seulement connu pour son rôle historique de programme en bioarmement américain, mais également pour son implantation probable dans le scandale des enveloppes contaminées aux anthrax en septembre 2001. Voilà, avec les sources toujours. Le problème détecté par les autorités fut multifactoriel sans que l'on sache lequel était déterminant. Et c'est quand même pas des petites fautes. Certaines procédures ne respectaient pas les normes établies, certains membres du personnel n'avaient pas reçu la formation adéquate et une faille fut découverte dans le système de décontamination de l'eau. Voilà. Donc, encore peut-être une fuite involontaire, mais voilà, les dégâts d'infrastructure étaient déjà là. Cette faille datait apparemment déjà de mai 2018 lorsque les inondations ont endommagé le circuit d'eau et l'institut. Donc un dégât des eaux, voilà, déjà en 2018. C'est donc un peu plus d'1 an de recherche qui a été effectué dans des conditions de sécurité, défectueuses. Donc aussi, il faut savoir que Fort Detrick, il a été une bataille juridique entre Battelle Memorial Institute et l'Olamia Government Solutions pour la gestion justement du complexe. Donc finalement ce sera Battelle avec 190 millions, voilà, 190 millions de dollars qui remportera la bataille et prendra le contrôle à part entière de ce complexe. Alors pour la suite, voilà. Bien que le coronavirus ne soit pas la spécialité de Fort Detrick, on sait que certaines recherches récemment ont porté sur le coronavirus, SARS-CoV-2, donc du coup avec la source, hashtag 63 si vous voulez voir, voilà, dès 2018. On sait que le laboratoire a déjà utilisé une technologie de pointe nommée CRISPR-Cas9, CRISPR, pardon. Cas9 pour extraire sélectivement certaines séquences génétiques de plusieurs virus dont Ebola et dont
Et pas n'importe quelle séquence en effet, car l'objectif de l'article en question était d'extraire les séquences codant pour un cleavage foreign site qui est également impliqué dans la virulence du Covid-19 et dont la présence du génome, qu'on considère comme étant inattendu par les chercheurs, se trouve dedans. Voilà, et ils travaillent dessus. Donc peut-être d'une origine américaine plus qu'une origine chinoise. Voilà, à voir. Et tout ça aussi avec les sources, voilà, dans les hashtags, si vous voulez du coup approfondir ou vérifier. Faut-il croire sur la base de ces informations que le Covid-19 est lié d'une erreur humaine à Fort Derrick et qu'il s'est propagé silencieusement aux États-Unis avant de muter à Wuhan? Non. Alors lui, voilà, il part plutôt sur ce principe-là. Il faut continuer à associer à cette hypothèse une probabilité très faible et privilégiée de l'avis ultra-majoritaire chez les chercheurs, d'après lequel le virus aurait émergé naturellement en Chine, voilà, suite à la contamination. Donc lui, voilà, il dit ça. Après, voilà, on dit qu'il faut aussi quand même, par contre, se méfier quand même de ce qu'a fait effectivement Trump, Mike Pompeo qui disait avoir des gros dossiers, ou Fox News qui avait dit est-ce qu'ils n'ont pas généré justement une nouvelle source de news pour dire qu'il y a 2 ans ils avaient averti Wuhan d'un défaut structurel, bon, qui existe pour de vrai, qui est dans l'une des interviews que je mettrai en source pour la partie de la Chine. Voilà. Donc du coup, qu'il faudra voir un petit peu la fiabilité de ces informations dans les temps qui courent. Le contexte de réduction de coûts et des difficultés économiques accentuées par Trump au pouvoir, bon ça dépend pourquoi, mais peut-être donc du coup pour le domaine de recherche, et donc à creuser. Voilà. Si la recherche du virus reste évidemment nécessaire, nombreux sont les experts qui craignent que certains P3 ou P4 ne constituent de véritables bombes à retardement. Donc encore sourcé, voilà. La pandémie de Covid et les soupçons qu'elle suscite pourraient ainsi être l'occasion d'une prise consciente collective de la multiplication progressive de ces laboratoires qui entraîne mathématiquement une multiplication des risques encourus sur toute la planète. Oui, car justement, on disait, ils augmentent des fois la virulence des virus en prévision d'une potentielle mutation qui ne serait pas arrivée peut-être s'ils ne l'auraient pas fait. Mais bon, voilà. Est-ce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, ou prévenir que guérir une potentielle maladie? Ça, c'est une autre question. Voilà, et qu'il est peut-être aussi temps de rehausser les normes appliquées actuellement à la Chine, aux États-Unis et ailleurs, parce que ça sous-entend aussi nous, je pense. Parce que bon, ça j'ai mis aussi la liste des laboratoires P4 qu'on peut retrouver directement sur Wikipédia, mais j'ai mis le lien directement si vous voulez chercher ça sera plutôt dans les commentaires, parce que dans la description ça risque de prendre plus de caractères qu'autorisé. Bon, je mettrai une partie, je vais faire un moite-moite. Et dernière chose, n'hésitez pas à prendre des pauses sur cette vidéo ou la reprendre justement à chaque session, parce que là, bon, il me reste 2 articles pour la partie États-Unis, après j'aurai la partie sur la Chine, qui risque d'être tout aussi longue, et après j'ai la liste, j'ai quelque chose qui relate certains faits qui risque d'être un peu moins long, mais voilà. Donc n'hésitez pas à faire une pause entre chaque section. Voilà. Donc du coup, voilà, pour les accusations des États-Unis via la Chine, on va introduire le cas de la Chine et aussi le cas de l'Italie, de la Corée du Sud, mais ça va aller assez vite quand même. Mais il y a quand même des détails assez intéressants. Voilà, donc du coup, le virus échappé d'un labo chinois, l'Allemagne doute des accusations des Américains sur l'origine du coronavirus. Donc ça, vous pouvez regarder, les services de renseignement allemands BND qualifient dans un rapport confidentiel des explications comme une tentative du président Donald Trump pour détourner l'attention de ses propres erreurs. Voilà, donc du coup, comme je dis, sur Fort Derrick. 4 à 6 semaines ont été perdues, du coup, bon, voilà, je vous invite à regarder si vous voulez la suite. Ils disent, selon la chaîne de télévision publique allemande NRD, les services de renseignement allemands ont également émis des doutes quant à l'existence d'un rapport de l'Alliance Five Eyes, donc une agence de renseignement anglo-saxon, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Donc du coup, voilà, il y a quand même une affaire un peu de renseignements généraux ou secrets, voilà, dans cette histoire. Donc voilà, la télévision chinoise a jugé lundi les accusations à son encontre démentes.
blablabla. Bon, voilà. Si vous voulez regarder, voilà. En description aussi. Maintenant, voilà, un cas un peu plus intéressant et quand même un peu moins abordé. L'Italie et la Corée. Alors le problème, c'est que justement, d'après l'emoji, je vais l'appeler comme ça, l'emoji, parce que GUSPC, je sais pas, GUSPC, je sais pas le prononcer. Pourtant, j'ai fait l'italien et voilà, je galère. Une forme étrange de pneumonie sévère, en particulier chez les personnes âgées en décembre et en novembre, serait apparue avant même qu'on puisse un peu détecter une propagation du Covid-19 en Italie. Bon, qui sera en partie, qui se base un peu sur des... Comment dire ? Pour trouver l'origine justement de ces patients qui se sont déclenchés, les patients zéro entre guillemets, qui ont déclenché ces foyers avant qu'on détecte les autres cas du Covid-19. Il y a d'autres articles. Bon, si vous cherchez, franchement c'est limite dans les premières recherches, vous verrez que ils n'ont pas vraiment trouvé de preuves. Justement, ou de démarches scientifiques permettant de remonter jusqu'au patient zéro de ces nouvelles souches, soit nouvelles origines, justement, d'origine ou foyer infectieux qui n'étaient pas en rapport avec la Chine. Donc ça a été pareil aussi en Corée du Sud, hein, vous pourrez le voir là-dedans. Si vous voulez voir un peu les détails de l'histoire, donc du coup le mystère du patient numéro 4 en Italie, car on a une éruption qui a été soudaine, qui a été provoquée justement suite un peu à la découverte de ce patient numéro 4, mais qui n'avait pas de lien ou qui n'était pas dans la zone désinfectée des touristes chinois durant cette période. Voilà. Si vous voulez voir, et donc du coup il y a une multitude de détails. Pareil du coup pour le patient numéro 31, l'expérience de la Corée du Sud était totalement similaire à celle de l'Italie, non moins qu'à celle de la Chine. Le pays a connu 30 cas importés diagnostiqués le 20 janvier. Manifestement, la traçabilité remontait clairement vers Hubei ou Wuhan. Mais la Corée du Sud découvre alors le patient numéro 31, une Sud-Coréenne de 61 ans, diagnostiquée positive au coronavirus le 18 janvier. Cette patiente locale, donc du coup, n'avait aucun lien avec la Chine et n'avait aucun contact ni avec des Chinois ni avec aucun Sud-Coréen infecté. Son infection était de source totalement sud-coréenne. Voilà. Donc, ce qui pose des doutes, hein. Donc plus qu'un simple virus, tout comme l'Italie, l'épidémie a rapidement explosé en Corée du Sud après la découverte du patient 31. Mais bon, hein, il y a eu une meilleure gestion quand même nettement en Corée du Sud qu'en Italie, hein. Ça c'est sûr. Littéralement dès le lendemain, soit le 19 février, 21 février du coup en Italie, donc vous voyez qu'il y a voilà, ils disent à titre de comparaison quand même, il n'y a pas un très grand écart justement là où ça s'est déclenché entre ces explosions de foyers infectieux. Il y a eu 58 cas confirmés en Corée du Sud et 1 millier de cas au moins en moins d'une semaine. Voilà. À peine plus de 3 semaines plus tard, la Corée du Sud comptait 8086 cas confirmés. Il semble désormais probable, bien que non confirmé, que la Corée du Sud et l'Italie auraient pu être ensemencées à peu près en même temps. Donc si vous voulez voir le détail aussi, ça c'est intéressant. C'est des épisodes un peu anecdotiques, et pourquoi aussi on retrouve, comme par hasard aussi, des bases américaines près justement de ces foyers infectieux un peu qui n'étaient pas, voilà, avec des patients zéro un peu inconnus, que ce soit en Corée du Sud ou que ce soit en Italie. Donc là, je reprendrai par exemple ça. Le cas de la Corée est particulièrement remarquable à cet égard, car il a prouvé que le MERS-CoV 2012 provenait précisément d'une fuite survenue sur la base américaine d'Osan. Voilà, selon la version officielle occidentale du départ du MERS-CoV en Corée du Sud, un homme d'affaires coréen aurait été infecté au Moyen-Orient, puis serait rentré chez lui dans la province de Gyeonggi. Et il aurait propagé l'infection. Mais il n'y a jamais eu de documentation ou de preuves à l'appui sur ces affirmations, et à ma connaissance, elle n'a jamais été vérifiée par le gouvernement sud-coréen.
Bon, alors que là, quand même, pour éviter les fake news, le gouvernement aurait pu vérifier, quoi. À l'appui de la version non officielle de cette contamination, il se trouve que selon le Korean Wonjap et News Service, une centaine de militaires sud-coréens de la base aérienne de l'USAF à Osan avaient subitement été placés en quarantaine tout au début de l'épidémie. La base d'Osan abrite un programme bactériologique militaire nommé Jupiter ATD, qui est étroitement lié au laboratoire de Fort Detrick. Donc du coup, quand même pas mal de choses se recoupent au Maryland. Tous les deux étant des laboratoires de recherche en armes bactériologiques de l'armée américaine. Voilà. Donc si vous voulez voir un peu aussi, on retrouve aussi à proximité un très secret entre guillemets Institut international de vaccins parrainé par l'OMS. Donc voilà, si vous voulez remonter aussi, OMS, Bill Gates, Fort Detrick, enfin bref. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Bon, même si Bill Gates, en termes d'investissement, c'est pas la même chose, mais genre je veux dire, si vous voulez voir un tableau global. Bien sûr, Bill Gates est un peu indépendant de Fort Detrick. Voilà, mais un peu pour resituer un peu quand même les affaires Bill Gates, c'est un peu la corruption de l'OMS, où je reviendrai ça, mais dans une 3e vidéo de base, voilà, si vous le voulez, et sur laquelle je suis en train de faire aussi des sources, mais bon, on verra ça plus tard. Donc du coup, voilà, était géré précisément par du personnel américain en charge des armes bactériologiques. À l'époque, et compte tenu de la quarantaine mentionnée ci-dessus, la version et les événements considérés comme la plupart étaient celle d'une contamination liée au projet de guerre bactériologique Jupiter. Donc tout ça aussi, vous pouvez retrouver les sources en dessous là. Voilà. Donc la contamination coréenne est donc similaire à celle de l'Italie entre guillemets sur certains points. Si nous gardons une carte de la région d'Italie frappée par le virus, il y a effectivement une base militaire américaine littéralement à jet de pierre de chacune d'elles. Bien évidemment, il s'agit en toutes circonstances juste de soupçons, quoi. Voilà, comme il dit. Cependant, il y a un point majeur ici qui ne peut être laissé de côté, l'apparition de cas simultanés justement dans 3 pays différents, et dans chacun des 3 cas, pas d'épidémiologie claire, voilà, ou pas de dépistage, on galère à trouver aussi le patient zéro. Voilà. C'est une question quand même qui se pose, est-ce que justement il y aurait plusieurs foyers infectieux qui se seraient déclenchés? Et donc du coup, voilà, et qui dirait ça atteste peut-être délibérément, je dis peut-être, j'affirme pas, atteste littéralement qu'un agent pathogène a été répandu délibérément. Donc voilà. Alors, regardez si ça vous intéresse. Donc là, vous pouvez faire pause. Déjà, c'est déjà quand même pas mal, je pense. Voilà, là on va enchaîner pour les plus courageux directement sur la partie de la Chine. Donc tout d'abord, le laboratoire P4 de Wuhan a été piraté, des milliers de données en fuite, mais ce n'est pas que la Chine, il y a quand même l'OMS, l'Institut de virologie de Wuhan et la Gates Foundation. Voilà, 25 000 adresses mail et leurs mots de passe ont fui sur 4chan. Plusieurs documents intrigants sur l'origine du SARS-CoV-2 et du Covid-19. Bon, ils disent SARS-CoV-2 et Covid-19, c'est à peu près la même chose, enfin... Il y en a qui diront même c'est la même chose. De toute façon, justement, avant de nommer ça Covid-19, il s'appelait le SARS-CoV-2. Et vous verrez pourquoi. 3 mois après, avec le confinement de Wuhan, toutes les questions restent en suspens. Voilà, de nombreuses cyberattaques sur l'OMS sont exposées depuis janvier. Donc, je pense que ça... voilà. Vous pouvez cliquer, normalement, il doit y avoir une sorte de... c'est un lien, du coup, qui vous donnera accès à ça. Plus de 25 000 comptes email ont été publiés sur le forum. Donc du coup, l'OMS, du INH à l'Institut de virologie de Wuhan et de la Gates Foundation, voilà, vous avez à peu près les chiffres. Selon le CEO de l'OMS, Bernardo Mariano, l'organisation n'a pas été piratée. Pourtant, voilà. On va dire que le piratage, a été confirmé, quoi. Faites vos petites recherches aussi en plus. Je dis parce que sinon ça va être vraiment trop long. D'étranges documents font surface suite à la suite de données. Voilà. Est-ce que c'est pertinent ça? Oui, bon, bref, là ils disent juste tout simplement
ça c'est du capture du d'écran qui viennent de 4chan. Et bon, et pour les plus complotistes, vous verrez que sur la Gate Foundation, voilà, il y en a un, son code c'est Lucifure 13. Voilà, en rapport à Satan, pour ceux qui sont dans le délire du nouvel ordre mondial, qui mélange ou qui arrivent à séparer justement de la franc-maçonnerie ou du satanisme, parce que beaucoup quand même de ces trois éléments sont mélangés, mais sont pas forcément, comment on dirait, ils peuvent être interdépendants, quoi. Voilà. Mais bon, quand on voit aussi les mots de passe, il y en a un, c'est Penguin, Sengyu, Malcolm, Jambro, pratiquement Jambono, quoi, je veux dire. Bon. Alors, d'autres captures d'écran présentent des discussions sur des expériences constituant à combiner différents virus entre eux. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a Blending in Cov, donc du coup le coronavirus, Combining Humans. Voilà, donc du coup, si vous voulez voir ça aussi, c'est juste une capture d'écran. Normalement, je sais pas si vous pouvez retrouver la source sur 4chan ou si elle a été relayée. Mais ils disent voilà, ces captures d'écran n'ont pas été vérifiées ou authentifiées par des autorités compétentes. Mais le hack est réel et peut-être, voilà, l'article conclut que ça permettra d'éclaircir un peu tous ces mystères, si je puis dire. Ensuite, laboratoire, si vous voulez voir un peu justement ce qui se passe au niveau de Wuhan, pourquoi forcément Hervé Raoult, encore un Raoult, directeur du P4 INSERM Jean Marieux aussi de Lyon, raconte un peu justement la collaboration entre la Chine et la France, comment on en est amené à avoir créé justement le laboratoire P4, d'où est née cette collaboration, pourquoi la Chine a décidé d'implanter un laboratoire P4 à Wuhan, voilà, pour les choix géographiques aussi. Le choix du Wuhan obéit le choix du Wuhan. Ouais, si, le choix du Wuhan. Ça fait presque un truc de méditation. Le choix du Wuhan. Le choix du Wuhan obéit-il à des contraintes particulières? Voilà, où en est le projet aujourd'hui? Qu'est-ce qui avance au niveau des projets? Il a fallu plus de 10 ans entre la décision et la livraison du laboratoire. Pourquoi on a un tel délai aussi? Voilà. La France et la Chine peuvent-elles évoquer des projets communs? Donc là, effectivement, ils disent qu'ils travaillent sur le NIPA. Aussi accélère. Voilà, les travaux devraient aussi porter sur la dispersion dans l'organisme, le ciblage et la dynamique, tout ça. Enfin bref, disons un travail un peu sur la génétique. Voilà, on travaille aussi donc sur Ebola. Recherche Sport Plus implantée sur l'Afrique ainsi que sur les bactéries responsables de la tuberculose. Voilà, mais il y en a d'autres, mais voilà. Pas forcément dans cet article-là, mais bon. Si vous voulez voir, donc du coup, si voilà, ce qu'il y a sur le côté, c'est pas aussi négligeable. Donc si ça vous intéresse. Ensuite, voilà, on va un petit peu s'intéresser au cas de Lévy, le mari d'Agnès Buzyn, mais je reviendrai pas forcément sur ça. J'y reviendrai plus tard sur une autre vidéo. Si vous voulez connaître à peu près les projets de Lévy, ce qu'ils ont prévu, ce qu'ils ont un peu prévu sur le courant 2016-2020 en termes de projets. Donc du coup, on a aussi comme ils disent, voilà, de la thérapie génique, où justement, cliquant sur les liens, vous pouvez aller voir à peu près ce qu'il en est de ce genre de projet. Voilà, basé sur les ultrasons, de l'imprimerie 3D justement sur ça imprime du génome, voilà, imprimante de génome, plusieurs sous-couches de génome pour voir qu'est-ce que ça donnera en termes de modification, mais vraiment plutôt sur un plan plus réel que simulé par une formation informatique. Voilà, justement, plutôt que ce soit ça, justement, ce plan nouvelle ART. D'ailleurs, je crois qu'on le retrouve. Faudrait que je revérifie là, mais si. Tant pis, je l'ai supprimé, c'est pas grave, mais genre, si vous regardez peut-être sur le projet Jupiter de Corée du Sud, bon, je peux me planter, je vais pas y revenir tout de suite, mais si vous regardez, il me semble que Jupiter, il y a ART derrière. Donc, du coup, peut-être que c'est en lien.
Vous savez quoi, je vais regarder ça rapidement quand même. Oui, donc là c'est c'est un peu toute la liste de liens. Hop, je vais reprendre ça rapidement. Voilà. Tac. Ouais, excusez-moi. Ouais, moi c'est un petit doute, je viens de découvrir ça, ça peut être intéressant. Ah, ATD, voilà, à une lettre près, tant pis. Donc, voilà. Donc du coup, en gros, c'est tous des projets qui ont été lancés même pendant une période aussi sous le chapeautage de Valls, Manuel Valls. En cliquant justement sur ça que vous pourrez le voir. Pour justement privilégier la médecine génique, justement la faire revenir sur un plus grand plan et qu'on soit justement compétitif à l'échelle mondiale. Donc du coup aussi que Lévy, parce que c'est Lévy quand même qui dirige tout, vu que c'est aussi comment dire, le sujet aussi de base du litige par exemple avec Raoult, parce que justement Raoult lui il voulait être indépendant et Lévy il a dit non, je veux centraliser tous les IUH. Donc du coup il a dit non, Raoult il a dit fuck, et c'est là où c'est parti un peu en freestyle et genre justement aussi qu'il s'est pris un gros bâchage médiatique quoi. Voilà. Ouais, on va s'arrêter un peu là. Donc Lévy a voulu tout recentrer, donc du coup quand il dit que l'INSERM va vers un réseau mondial, c'est lui qui va vers la sophistication d'un réseau mondial, justement autour de l'INSERM. Donc là vous pouvez retrouver les différents projets qu'il y a avec le Royaume-Uni, toujours sur la thérapie génomique. Donc du coup on parle justement de la coopération sur Wuhan, mais qui devrait aussi se tourner, ça on le dit pas vraiment, de manière générale, nouveau projet scientifique autour des thèmes de l'intelligence artificielle et de la silver economy. Donc je mettrai le lien aussi sur la silver economy, l'intelligence artificielle, je vous laisse un peu, voilà, je vous laisse aussi fouiller. Le silver economy, c'est plutôt de l'économie qui serait tournée plus sur une tranche d'âge en particulier, les gens âgés de 60 ans. Voilà, à partir de 60 ans. En gros, si vous voulez plus de détails, j'avais mis un article. Mais bon, vu que là, c'est pas vraiment le sujet. On ajoute aussi des programmes aussi avec les États-Unis de recherche vaccinale. Et recherche sur les maladies infectieuses émergentes en Afrique. Voilà. Donc Evely annonçait la création d'un déploiement d'un réseau mondial. Voilà. Et donc du coup, au cours des défis sociétaux, pour qu'on l'INSERM se doit aussi d'être un peu plus compétitive, sur quoi elle veut jouer, de quel plan elle a été chargée ces derniers temps aussi par plus localement on va dire au niveau de l'État français. Voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Oui, voilà, c'est ce que je disais d'ailleurs, les conflits d'intérêts qui ont existé au sein de l'IUH. Voilà. Enfin moi pour l'instant je vais pas m'attarder forcément sur ça, c'est si vous le voulez quoi. Voilà, les positions intenables aussi d'Agnès Buzyn, les enjeux d'autorité pour Yves Lévy dans cette histoire, le statut de l'UH au cœur du problème. Voilà. Si vous voulez voir. Après je pense qu'il y aura plein d'autres sources, mais elle me semblait pertinente. Donc bon, on va revenir plutôt vraiment sur Wuhan. Du coup, précisément, qu'est-ce qu'il en est? Donc du coup, pointé du doigt par les États-Unis, bon, on a fait assez de ça. Voilà, comme je disais, pourquoi ça s'appelait SRAS-CoV-2? La séquence du génome du coronavirus est à 80% similaire à celle du SRAS, à l'origine justement de la précédente épidémie qui a eu lieu, du coup en Chine aussi en particulier, en 2002, 2003, et 96% à celle du coronavirus de la chauve-souris. Voilà. Deux chercheurs de l'Institut ont participé en 2015 à une étude internationale avec plusieurs universités américaines, lors de laquelle un agent pathogène avait été créé afin d'analyser la menace de virus de SRAS. Donc du coup là, voilà, dans les chercheurs de cet institut quand même, ils ont participé à une étude où on a fait des modifications d'agents pathogènes semblables au SRAS. Donc des fois de temps en temps ils peuvent bidouiller effectivement la virulence ou certaines choses. Donc est-ce que ce serait aussi dans les projets en rapport avec Fort-Déric et le projet Jupiter là, comme on a vu? À voir. Voilà.
De quelle installation dispose l'Institut de virologie de Wuhan? Voilà, là vous avez la carte à peu près de où se situe par exemple le marché aux poissons, piste qui était relayée. Alors ça j'aimais bien les gens qui se ramenaient à dire oui mais c'est forcément du marché de Wuhan, c'est complètement con la piste la fuite du laboratoire, et petit à petit je vois une sorte d'inversion. Donc une grande partie n'exclut pas la cause naturelle. Voilà. Donc ça je dis pas que c'est complètement teubé, mais voilà. Je dis justement ça c'est plutôt la thèse classique, mais faut arrêter de dire justement que ceci est une évidence. Parce que justement, là comme on va le voir, ça se barre assez en freestyle quoi. Hein. Il y a quand même pas mal de doutes qui se mettent que ça vienne de Wuhan, des États-Unis. La Chine, comment ça a été importé dans la temporalité. Ça on le verra aussi avec le cas des Jeux Olympiques de Wuhan. Que aussi, voilà, ça relève le même problème. Les tests n'étaient pas prêts à temps, donc du coup aussi pour remonter chronologiquement duquel des gros pays ça s'est déclenché, voilà, ou peut-être simultanément, il y a des doutes, voilà. Donc voilà, l'Institut possède quand même la plus grande collection de souches, 1500 spécimens différents selon leur site internet, voilà, de l'Institut. Il possède un P4 de classe pathogène, donc du coup il y en a 30 dans le monde, et vous verrez aussi que dans le lien Wikipédia que je vous ai mis, bon, vous pouvez même aller chercher directement, hein, je veux dire. La France, on a aussi bien la blinde, quoi. Et à la base, on devait leur fournir ça parce qu'ils en avaient pas. Voilà. Enfin, ils disaient ne pas en avoir, mais en fait, justement, la France a un petit peu grincé des dents et a trouvé que c'était un gâchis parce que, en fait, il y a au moins des laboratoires P3 en construction qui nous avaient caché ces petits coquinous. Ça, ce sera justement soit dans ce que j'ai mis en lien, soit d'une interview justement qui sera citée, d'un type qui sera cité d'ailleurs à la fin de cet article-là, Alexandre Isambard. Voilà. Bon, je vais déjà m'arrêter là, ce sera déjà pas mal, parce que sinon on va se partir un peu en freestyle. Voilà, une trentaine de P4, et donc du coup, l'ambition de cet institut était de réagir au plus vite aux maladies infectieuses. En 2012, voilà, depuis la 2012, la création d'un P3 déjà sur place. Donc là, vous pouvez voir quand même qu'il est pas loin du marché de Wuhan. Donc oui, enfin ça peut être aussi plausible. Mais bon, très, très fortement dépendu. Hein, voilà. Une fuite est-il possible? Eux, au moins, par exemple, Science et Avenir dit voilà, difficile à lire. Selon le quotidien Washington Post, l'ambassade des États-Unis à Pékin, après plusieurs visites de l'Institut, qui avait alerté en 2018 sur les autorités américaines sur les mesures de sécurité apparemment insuffisantes sur l'Institut de Wuhan. Mais bon, hein, comme on l'a vu aussi, eux, ils étaient pas blancs que l'emblige non plus. Hein. Au niveau de Fort Derrick, quoi. Bon, après, ça doit être aussi le cas pour d'autres labos à eux. Hein. L'Institut dit avoir reçu le 30 décembre dernier des échantillons du virus alors inconnu qui circulait à Wuhan, identifié ensuite comme étant le SARS-CoV-2. Bon. Voilà. Ok. Avoir séquencé son génome le 2 janvier, puis avoir transmis ces informations à l'EMS le 11 janvier. À voir. Pardon, je suis fatigué un peu à cette heure-là. Il est 2h du mat, là, c'est pour ça. Le directeur de l'Institut de virologie de Wuhan, Zhiming, a catégoriquement démenti en avril que son laboratoire soit la source du nouveau coronavirus. Dans un entretien avec la revue scientifique américaine, la chercheuse Xing Zhengli, Xi Zhengli, voilà, à peu près, l'une des principales virologues chinoises, vice-directrice du P4, a affirmé que la séquence du génome SARS-CoV-2 ne correspondait à aucun coronavirus de chauve-souris étudié dans son institut. Alors que, quand même, c'est eux qui ont la plus grosse répartition, enfin, comme ils avaient dit, le plus grand nombre d'échantillonnages d'Asie, selon leur site internet. Donc, soit ça a été lancé par les Américains, soit mytho. Voilà. Ça, justement, ils disent la vérité. Troisième possibilité, voilà. Toujours, comme ils disent, la vérité se passe en 3 étapes. Bah là, il y a 3 possibilités. Voilà. Et donc, du coup, là, il parle du livre France, la Chine, des liaisons dangereuses d'Antoine Isambard. Ça, vous pouvez donc, du coup, le retrouver directement
ici l'interview justement d'Antoine Isambard où il dit des détails justement pourquoi aussi il doute un peu quand même qu'il y ait une fuite, que le coronavirus serait aurait été la cause d'une fuite, donc du coup elle est plus la cause d'une inadvertance, et qu'aussi l'objectif étant d'éradiquer une épidémie était d'éradiquer des épidémies de type mondial au plus vite. Sauf que là, en plus de ce que j'avais dit sur les laboratoires P3, sur les laboratoires P3 qui nous avaient cachés, ils avaient aussi engagé des chercheurs pakistanais pour travailler justement sur des programmes d'armes bactériologiques. Voilà, c'est ici. Du coup. Il est clair que le côté français, il y a toujours un gâchis qui prédomine quant à l'utilisation de ce P4. Donc si vous voulez voir l'interview, elle est bon, c'est court, hein, voilà, ça prend à peine 2 pages à lire, et il y a des détails qui pourraient vous intéresser aussi dedans. Voilà, ou son avis, c'est toujours bon à prendre. Donc du coup on va revenir justement, parce que dans la chronologie, si on en remonte vraiment un peu tout, donc ce serait peut-être déclenché à Fort Detrick. À Fort Detrick, du coup, les militaires américains ont rejoint les Jeux Olympiques militaires de Wuhan, ou alors il y a pu y avoir introduction ou fuite du laboratoire de Wuhan pendant cette période-là, en octobre. Parce que faut-il rappeler que Fort Detrick a fermé en août. Et ça, je l'avais pas dit par exemple sur les origines du coronavirus. Donc le tout premier article qu'on a vu, vous verrez qu'il y a des chercheurs japonais et taïwanais qui avaient... attendez, je revérifie juste 2 secondes. Oui, du coup, je pense que ça doit être dans le tout premier lien. Dans tous les cas, c'est dans la section pour les États-Unis, mais je suis sûr que quasiment sûr que c'est dans le premier lien. Au tout début, en fait, le Japon et Taïwan avaient détecté déjà des cas pouvant s'apparenter au coronavirus sur leur territoire en septembre. Donc du coup, août, Fort Detrick, septembre après ça se propage au Japon et Taïwan, et le Japon qui est quand même déjà, enfin les deux qui sont déjà quand même assez proches des États-Unis, donc du coup qui aurait pu être importé soit par des touristes, soit par une présence militaire, parce que quand même au Japon il y a aussi masse de bases militaires, hein. Taïwan je pense, j'en suis pas sûr. Voilà, et donc du coup aussi avec d'autres documentations qui seront dans la description ou dans le premier lien où vous pourrez chercher, je pense que vous pourrez retrouver ça. De toute façon c'est directement sur mondia.ca, origine justement du cause causée par les États-Unis. Vous verrez qu'il y a un topo complet où je le mettrai en description, hein, voilà. Je vais pas m'attarder plus longtemps dessus, mais je pense que je vais essayer de le retrouver. Je vous en mettrai en description pour ce détail-là. Donc voilà. Pourquoi il faut croire que ce serait peut-être déclenché en octobre lors des Jeux Olympiques de Wuhan? Parce que la liste des hypothèses est longue, mais cette question agite aussi bien les épidémiologistes que dans les partisans de la théorie du complot. Bon, voilà, ça c'est le truc de médias de base, hein, tout le temps théorie du complot, enfin bref. Qui cherche le patient zéro. Une sportive de haut niveau, championne de pentathlon, Elodie Clouvel a en effet expliqué avoir été malade après les Jeux comme d'autres athlètes. Après consultation médicale, elle a conclu avoir été atteinte du Covid-19, a-t-elle raconté fin mars à la télévision Loire 7. Il y a beaucoup d'athlètes des Jeux mondiaux olympiques militaires qui ont été très malades. Après, voilà, avait-elle expliqué. On a eu contact avec des médecins militaires récemment qui nous ont dit qu'ils pensent que je l'avais, quoi, du coup, globalement. Pour d'autres participants, on a notre version qui disent que ça vient de la bobologie inhérente. Bon, voilà, je ne vais pas dire grand-chose, j'ai envie de dire. Voilà, Loïse Altraz qui s'est montrée dubitative, qui a dit qu'elle pense pas qu'il y a eu des risques de contamination, vu qu'ils ont vécu justement sous cloche, beaucoup de suivi, beaucoup de mesures strictes, justement.
Mais bon, on a vu que forcément, même des mesures strictes, c'était pas forcément efficace, quoi. Alors, voilà. Face au tourbillon d'interrogation, le ministère de l'Armée a néanmoins été contraint de réagir en tenant à rappeler qu'au moment des Jeux, l'épidémie liée au Covid-19 n'était pas connue. Oui, mais justement, elle n'était pas connue, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas déjà présente et qu'on n'était pas, comme on a dit avec les outils. Par exemple, les tests de sérologie, on n'était pas capable de les déterminer. La délégation française avait participé, donc là, si vous voulez voir le chiffre du nom, voilà, pour ceux qui avaient participé. Voilà, cette délégation a bénéficié d'un suivi médical dédié et composé par une vingtaine de personnels. Mais en gros qui était la plupart tournés justement plus sur, on va dire, l'aspect musculaire, articulatoire des athlètes. Je sais plus vers quelle ligne c'est noté, mais voilà, il s'agissait plutôt de kinésithérapeutes et d'autres médecins du sport. Et donc du coup il n'y a pas de test rétrospectif parce que bon, depuis le temps, on va dire que ça a eu le temps de circuler et qu'il y a vraiment d'autres chats à fouetter à ce niveau-là. Voilà, les tests de sérologie très bientôt disponibles en ville. En Belgique aussi, ils ont dit qu'il n'y avait rien forcément de concret. Quant à l'hypothèse d'une confirmation en octobre, ils avaient 80 personnes sur place là. Les participants au jeu ont connu fin novembre, début décembre des maux de gorge, des toux, encore des extinctions de voix, mais cela n'a pas nécessité de mesures particulières et n'a jamais été mis en lien avec la participation aux jeux militaires. Voilà, indique le ministère de la Défense belge. Voilà, donc toujours un bilan à relativiser et un peu moite, mais voilà. Donc du coup, le projet bilatéral de collaboration limitée, la France pointée du doigt. Donc du coup voilà, si vous voulez voir un peu les enjeux, pourquoi la France est pointée du doigt, une petite chronologie dessus. Là voilà, un deuxième complément aussi de chronologie avec quelques petits détails en plus sur la collaboration et des essais aussi justement sur le vaccin déjà des humains qui a déjà eu au début de fin 2019. Voilà. Et qu'une sorte de course au vaccin a été, une course au P4, une course au vaccin a été lancée, quoi. Il doit rester de mise puisqu'il y a 3 phases d'essai concluantes avec un pourcentage important de guérison sur plus de 60 à 70% de patients d'origine et d'âge différents. Voilà, pour approuver le vaccin. Donc du coup, c'est un peu compliqué aussi sur ça parce qu'il y a les âges variables, il y a des constitutions variables, mais aussi il y a des mutations. Quant au Covid. Et c'est ce qu'on va en partie voir ici. Mais d'abord, voilà, faites une pause. Si vous voulez, déjà ce sera déjà bien. Ouais, 2-3 secondes. Voilà, merci. Voilà, donc du coup on va attaquer plutôt des antécédents de fuite, de choses qui se rapparentent quand même au Covid-19. Du niveau du SRAS. Bon, ça, oui, ça c'est justement, ça c'était pour les vaccins, des centaines de volontaires pour des Chinois Wuhan. Ça, si vous voulez prendre un article complémentaire aussi, voilà, il est tout mini, mais pour dire à peu près comment ça avait déjà avancé au niveau des tests pour les virus, quelques mois, un mois ou quelques mois plus tard, je crois à peu près. Voilà, 23 mars, donc voilà, quelques mois plus tard. Voilà. Alors oui, ça c'est l'article que j'avais dit au début pour Israël, qui avait déjà qui disait avoir un vaccin prêt d'ici 90 jours, donc du coup qui date déjà de février, hein, donc il devrait trouver le vaccin sous peu, hein, apparemment. Donc du coup voilà, sur la grippe aviaire, si vous voulez les détails, et du coup ce qui est, appelons ça la chance, comme on dit. Voilà, comme ils disent un truc, appelons ça la chance. Donc voilà, si vous voulez les détails, pourquoi ils ont convenu à ça, pourquoi, bon, ils sont pas trop allés dans les détails, mais ça rend une partie du corps des experts et médicales sceptiques. Hein. Car comme on a dit, il faut plusieurs années pour le faire, et j'ai commencé à dire pourquoi justement avec les multiples âges, les multiples foyers qui se sont déclenchés.
aussi qui pourraient être des Covid différents. Cela est compliqué. Voilà, ça on va voir ça un peu plus ça dans les détails dans pas longtemps là. L'Institut Pasteur perd des échantillons de virus de SRAS. Donc du coup voilà, des petits faits justement. Ils disent qu'ils sont quand même perdus 2349 tubes le 14 avril 2014. Ils disent que le potentiel infectieux est nul. Voilà. Donc ça c'est pour un petit fait miniature. Pour le plus détaillé. Alors là c'est justement quand même le directeur général de l'Institut Pasteur. Qui avait procédé à la fermeture du laboratoire, ayant perdu 2349 prélèvements de patients infectés. Là on a un peu plus de précision. Ce n'est pas que des échantillons, c'est quand même des échantillons de patients infectés, mais dont on dit que le potentiel infectieux est nul. Donc ça, ouais, pourquoi pas. Donc c'est Christian Bréchot, où là on verra qu'il justement il aura eu des petits soucis un peu plus tard, mais... bref, là donc du coup dans cette question là vous verrez que contiennent ces échantillons, voilà. La panne était liée à la perte de ces échantillons parce qu'il y a une panne liée au réfrigérateur, voilà, qui comptait ces échantillons. Là il dit juste oui que c'est une panne liée à un réfrigérateur. Dans une autre source que j'ai mis aussi là et qu'on va voir, mais je vais pas forcément citer le passage. Il disait que c'était plutôt un problème d'un cadenas défaillant. Voilà. Et ils disent aussi voilà, qu'aux alentours du mars 2013, ils ont dû changer aussi l'équipement dans cette même zone. Mais alors, l'affaire a été dit en 2014. Il y a eu un hic en 2012 et il y aurait peut-être pu avoir un hic en 2013 quand même. Sur 2 ans, ils n'ont pas été capables de détecter ça. Voilà. Bref, donc du coup il dit qu'il n'y a pas d'incident. Pourquoi on a attendu 2 mois avant de rendre l'affaire publique? Et vous verrez aussi que l'Institut Pasteur n'a pas été très neutre pour une autre affaire en particulier, que nous allons donc voir plus tard, mais dans pas longtemps. Ça c'est un peu plus de détails si vous voulez voir justement sur cette affaire de tubes. Bon, maintenant il dit plus de 2300 tubes, hein, ils sont un peu moins précis, hein, sur justement des fragments de virus de SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, dans une note confidentielle indiquée par le site d'information Mediapart. Donc oui, la thèse quand même que confirme cette source-ci. Voilà. Et celle-là, ce serait plutôt une destruction d'échantillons, mais non notés. Mais on verra aussi que là, il y a une affaire de destruction d'échantillons, mais d'autres échantillons, pas ceux-là, qui est là où ils n'ont pas déclaré. Là, ils se sont déclarés justement à peu près sous 48 heures, je crois, où ils n'ont pas trop traîné pour se déclarer, parce qu'en fait, il y avait une autre affaire où ils avaient détruit les échantillons, mais dans la précipitation, parce qu'ils avaient été gaulés. Voilà. Enfin, qu'on verra justement dans l'article après. Donc voilà, si vous voulez plus de détails, justement, voilà, 50 PT de SRAS, syndrome respiratoire aigu, dans 29 boîtes dans les laboratoires, tout ça. Nous avons conclu à un problème de gestion de traçabilité. Voilà. Bon, moi j'ai arrêté de faire mon sceptique comme ça, mais voilà. Ça peut arriver. On va dire que ça peut arriver, voilà. Mais sauf que c'est pas la première fois. On le verra dans cet article-là. Alors, voilà. En 2015, le 11 octobre 2015, après cette affaire un peu de disparition, vu que c'était en 2014, hein, les 2000 tubes là, de SRAS. Le 11 octobre 2015, un scientifique de l'Institut Pasteur de Corée a transporté clandestinement, à bord d'un vol de Séoul-Paris, 3 tubes d'échantillons de MERS coronavirus. Voilà, encore une histoire de SRAS. Un virus potentiellement mortel transmissible par le chameau. Donc du coup, voilà, le chameau et la chauve-souris, c'est pas pareil, mais en gros, c'est transmissible de l'humain à l'animal. Mais, enfin, de l'animal à l'humain, pardon. De l'animal à l'humain, voilà. Donc, voilà, même si c'est pas les mêmes espèces, on peut se poser des questions, voilà. Le virus a soigneusement été rangé dans une petite boîte bleue de produits cosmétiques et est resté sur l'étagère du bureau d'un chercheur de l'Institut sans aucune précaution sanitaire. Du 16 au 23 octobre, soit une longue semaine,
tout ça en dépit des règles nationales strictes du code de la santé. Si vous cliquez dessus, vous avez donc les articles du code de la santé, hein, c'est un peu pompeux, hein, mais bon. Ou internationale relative internationale relative au transport garantissant la sécurité autour de l'opération sur les mots. J'en sais rien sur l'opération sur les mots, mais bon, enfin bref, voilà, vous pourrez regarder. Donc l'histoire est longue et restée secrète, l'institut prenant la décision de détruire en douce les 3 échantillons de virus. Donc voilà, c'est pareil pour les échantillons des patients infectés, voilà, hein. Et sans informer au préalable les autorités 48 heures avant. Christian Bréchot, donc du coup celui qu'on a vu dans les interviews juste avant, le directeur général de l'Institut Pasteur, a été convoqué le lendemain de ces révélations. Le responsable a reconnu la non-déclaration de l'incident de MOT et passible de 350 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Donc voilà, ils reviennent sur l'histoire du SRAS. Et aussi, défaut d'inventaire sur Ebola. Voilà, qui disent qu'il n'y a toujours pas de risque infectieux. Bien sûr, je pense. Donc justement, c'est 2349 tubes, parce qu'on disait qu'il y avait du SRAS, mais il y a aussi des échantillons d'Ebola qui ont été piqués, mais pas de risque. Voilà. Donc là aussi, pareil. Faut laisser sceptique. Il y en a qui vont... je suis sûr, il y en a qui vont dire, bah oui, mais c'est sûr, mais c'est évident, arrête. Ou alors il y en a d'autres qui vont dire, bah non, justement, c'est l'inverse, c'est évident que faut arrêter de voir le mal partout, c'est comme ça. Voilà, il y a toujours des articles qui relatent, mais toujours 2 versions, et puis on peut se baser que sur ce qui est vraiment dit, quoi. Alors, des gens qui étaient vraiment sur place à l'époque, qui peuvent attester, ou qui peuvent témoigner directement, voilà. Donc, voilà, pourquoi c'est difficile d'évaluer un vaccin, je finirai du coup par ces 3 articles-là. N'hésitez pas à faire une pause comme d'habitude, voilà, c'est bien ce que j'ai comme d'habitude, pas, voilà. Oui, voilà, vous m'avez compris. Voilà, le virus aurait déjà muté en plus de 30 souches différentes. Donc voilà, ils disent que c'est une capacité fortement sous-estimée, mais que c'est quelque chose qui est de l'ordre du banal. En général, quand même, pour le virus de la grippe, je crois que d'ailleurs que c'est plus dans ce document. Là. Voilà, le virus de la grippe, voilà. Certains virus mutent en permanence, en particulier l'ARN, comme le coronavirus SARS-CoV-2, donc du coup voilà. Jusque rien d'anormal, car il est comparable, oui, je suis désolé, mais pour certains, comparable au virus de la grippe, n'en déplaise à certains, voilà. Parce que ça reste quand même un coronavirus, hein. Donc, bien sûr, il y a beaucoup plus de subtilité dedans. Voilà, bien sûr, je ne suis pas expert, mais quand même, à force, symptômes communs, on va dire qu'il y a quand même une base d'ARN quand même assez commune, c'est le même type de virus. D'un moment, voilà. Mais bon, je vous laisse penser, voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut, hein, après tout. Comme certains diront, qui suis-je pour juger? Alors, voilà. On dit que quand même, justement, que la capacité de mutation du virus a fortement été sous-estimée. Donc l'échantillon est quand même très faible pour cette expérience réalisée du coup par Li Lanzhuang, voilà, Li Lanzhuang, dont je vais peut-être mettre aussi la description du curriculum, mais bon, je pense que vous partirez aussi assez facilement. Ça m'a pas pris 3 plombes pour retrouver un peu le profil de cette personne-là, hein, quand même, qui est assez sérieuse, voilà. Et des chercheurs de l'université de Zhejiang. Donc du coup, 11 patients examinés, mais rien que sur 11 patients, même si on peut dire oui, c'est toujours pas significatif, merci les pros de la méthodo comme d'habitude, oui, pas significatif, mais c'est quand même assez remarquable. Mais après, bon, comme on dit, il n'y a pas vraiment quelque chose d'anormal, mais il faudrait quand même garder ça en visuel, voilà. Car ils ont découvert au moins 30 nouvelles mutations, dont 60% n'avaient jamais été observées auparavant. Bon, ils rajoutent 3 points de suspension pour en rajouter, mais bon. Par ailleurs, les chercheurs ont pu mettre en lumière certaines mutations du virus pouvant entraîner des changements fonctionnels de protéines de pointe, soit directement dans la structure présente de l'enveloppe
extérieur du virus, permettant de s'accrocher aux parois externes de la cellule et de l'humain et d'y pénétrer. Donc un potentiel infectieux assez fort, quoi. Voilà. Après, sur sa virulence, toujours à voir justement si cette mutation justement entraîne d'autres différentes souches plus virulentes les unes que les autres, ou même des souches un peu plus faibles, ou justement, comme dit monsieur Montagnier, à force de se protéger, il va créer une souche de plus en plus faible, de plus en plus faible, et justement ça va au finalement se tamiser et se maintenir à peu près au même taux que la grippe, parce que voilà, la grippe quand même elle fait toujours des ravages, faut pas l'oublier, et même après des années, moi on peut dire limite presque 20, pour moi on va dire une vingtaine d'années exposé à la grippe, là j'en ai pris une par exemple en plein nouvel an en plus, c'était super. Je peux vous dire que voilà, on fait toujours pas les malins, mais au moins le système immunitaire a eu le temps de se roder, hein, et moi j'en avais pas eu depuis des années, quoi. Donc voilà, je dis à prendre avec des pincettes. Forcément c'est pas le même virus, mais voilà, dans ce domaine-là, à prendre avec des pincettes. Cette mutation peut, comme d'ailleurs on va le voir dans ce second article aussi, toujours de Trust My Science, mais qui se concentre justement sur 2 souches parmi à peu près les 30 que cette expérience a. Pas forcément en rapport avec cette expérience-là, mais bon, il est admis quand même que ça dévie en plusieurs souches, hein, comme ils le disent au début de l'article. Donc du coup, il y a une souche L et une souche S. Donc là aussi, très dur de choper vraiment un grand échantillon, parce que là, 103 cas, voilà. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont déduit leur stat à partir de ça. Vous allez dire, oui, voilà, échantillon pas assez large pour interpréter. Mais bon, moi, peut-être une base de réflexion. Ils ont détecté une souche R, une souche S, voilà, 2 souches principales du coup, donc la souche S et la souche L, qui seraient donc du coup parmi, à peu près par défaut, 30% des participants, et l'autre, la souche L, qui serait 70% des participants. Donc du coup, mais celle qui est 70%, qui parmi les 70% des participants, le type L, serait vachement plus contagieux. Donc ça veut dire qu'il se transmet plus rapidement, mais très peu différent, voilà, comme il dit en termes génomiques, donc du coup en termes de virulence. Il y en a un qui a une caractéristique en plus, donc là vous pouvez voir le séquençage génomique, du coup, des 2 différentes souches principales, hein, hors mutation qu'ils ont compté, hein. À mon avis je crois qu'ils ont pris surtout ce qui ressortait le plus, hein. Et voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus, hein, c'est juste des bases. Un article qui reprend ça et qui dit aussi, voilà, en reprenant justement en partie le premier article sur les 30 souches. Et ça, oui, effectivement, par exemple en Italie, ça a été avéré, j'ai pas forcément les sources, mais qu'il y a une version plus virulente du Covid-19 ou du SARS-CoV-2, comme vous préférez, qui est sévi en Europe, à New York, voilà, et d'autres régions comme l'État de Washington par rapport à la Chine, ou l'Italie ou l'Espagne, voilà, qui a été vachement, de manière générale en Europe et une partie des États-Unis, une souche vachement plus virulente qu'à Wuhan. Donc voilà. Voilà, donc la réponse médicale, comme je le disais, doit tenir compte des mutations. Mais il faut se tenir compte, comme j'avais dit, de l'âge, mais il n'y a pas que ça. Parce que moi, pour moi, je le verrai peut-être dans la seconde vidéo si j'ai le temps de le faire. Pour moi, cette crise, elle est forcément liée au virus, hein, mais qu'elle est aussi quand même très accentuée par la crise sanitaire des pays et la situation économique. Voilà. Donc comme ils disent, voilà, il faut tenir en compte des conditions de soins, la qualité et la disponibilité des hôpitaux, comprenant le matériel, l'âge, la population, le groupe sanguin, la situation économique, le système justement d'aide économique qu'il y a dans tout ça. Voilà, c'est multifactoriel et c'est ce qui peut expliquer des taux de mortalité avec de forts écarts, qui est confinement ou pas, hein. Mais même si voilà, la plupart des chiffres quand même disent que le semi-confinement qu'on a fait, il n'y a qu'à voir l'Espagne ou l'Italie, qui ont fait comme nous, on est quand même très haut, hein, en termes de top, hein. Il y en a qui n'ont pas forcément fait un confinement strict,
Ouais, parce que bon, nous on n'a pas vraiment un confinement strict, on a un semi-confinement si je puis dire. Mais eux, ils n'ont pas eu forcément. Il y a certains pays, je sais pas, comme la Suède, l'Islande, bon l'Afrique aussi qui s'est fournie directement et ça marche plutôt pas mal avec. Je vais pas lancer la polémique, hein, mais avec l'hydroxychloroquine ou avec des médecins, avec des médocs de base, et pour l'instant ça a l'air de se stabiliser, d'être pas mal. Hein, même si on atteint un seuil, hein, qui a monté du nombre de cas au fur et à mesure qu'on dépiste, forcément ça monte, hein, le nombre de cas par jour. Mais voilà, ça ce sera on va dire une autre question que j'aborderai peut-être dans ma deuxième vidéo pour ça. Voilà. Mais donc du coup qu'il faut tenir en compte de la mutation et des différents facteurs environnementaux, sociaux et économiques. Voilà. Et que cette question est bien plus complexe que reliée à ce virus. Donc voilà, merci à peu près. Donc quelques faits marquants. Bon, voilà, c'est vrai que je me barre un peu en freestyle. Quelques faits marquants si vous voulez suivre un petit peu les causes des symptômes, la transmission, comment se faire diagnostiquer, obtenir de l'assistance publique. Quelques petites notions de gestes barrières. Voilà. Donc ça c'était un article qui date du mois dernier. Si vous voulez voir. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter ou surtout, comme je dis, à regarder d'abord les sources, hein, une par une, vous faire votre propre avis, hein, parce que moi, j'ai fait aussi des petites digressions qui viennent vraiment plus de mon avis personnel que du vôtre, hein, mais comme je dis, voilà, le but c'est de montrer que rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, rien n'est vraiment vérité, ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs. Et que ces questions seront peut-être étayées ou jamais étayées, en ce qui concerne justement la Chine et les États-Unis, vu comment c'est noyé. Ou en partie peut-être de l'INSERM, de l'OMS et tout ça. Ça, j'y reviendrai peut-être dans ma troisième vidéo que je suis en train de finir, parce que celle de la deuxième est quasiment finie, enfin bref. J'aimerais aussi vous proposer, pour ceux que ça intéresse, hein, ça je le mettrai aussi dans la description, à des échanges justement plutôt en live. D'abord, bon, peut-être juste moi je me mets en live et vous par écrit, ou alors on peut peut-être directement passer au Discord, mais dans un premier temps je préfère faire ça, tant d'en reconnaître et d'en repérer peut-être certains avec qui rapidement échanger, parce que peut-être que vous risquez d'être un peu un peu nombreux et que ce soit le bordel, mais pas que sur le Covid, quoi, sur d'autres sujets de société, hein, je sais pas, le féminisme, l'acculturation, le travail, des sujets aussi de l'économie, hein, parce que des sujets aussi plus philosophiques, politiques, psychologie aussi, voilà. Parce que là, au niveau, on va dire, économie psycho, je suis un peu mieux rodé, on va dire, de par ma formation, globalement. Donc voilà. Enfin, au moins, je dis pas ça pour l'impéter, hein. Non, je dis juste ça, la grosse digression de fin de vidéo. Je dis ça justement plutôt à titre, au moins je pourrais avoir peut-être un bagage pour mieux échanger, mieux comprendre avec certains, ou mieux approfondir peut-être certains faits, quoi. Voilà. Même si, bon, comme je dis, on va pas partir forcément très loin, parce qu'il faudrait au moins que tout le monde comprenne. Donc voilà, merci d'avoir suivi jusqu'au bout pour les plus courageux. N'hésitez pas à mettre des commentaires, voilà. Puis c'est tout, voilà. C'est à titre informatif. Bonne soirée, bonne journée, bon après-midi. Tout simplement.